Bonjour les amis, remettons les pendules à l'heure. Donc nouvelle émission, cette fois-ci je vais vous faire part donc d'une de mes lectures, La Virginienne, là que j'ai lu récemment en bonne partie on va dire. Et par contre là je vois dans la présentation l'une des plus grandes histoires d'amour de l'Amérique, etc. Hmm, on va voir là donc par la suite, on va relativiser ça un petit peu. Effectivement, ils pouvaient s'aimer, il y avait de la, etc. Mais c'est pas aussi rose que la présentation là le laisse entendre. Alors, ce roman nous plonge dans la période esclavagiste des USA, donc dans les États du Sud, la Virginie. À l'époque de Thomas Jefferson, qui donc le troisième président des États-Unis, et qui était favorable à la fin de l'esclavage, bien qu'il était lui-même planteur et qu'il avait plusieurs centaines d'esclaves, avec des esclaves donc dans les terres et des esclaves dans la maisonnée, la domesticité très proche de leur maître, tellement proche qu'ils avaient des enfants en commun. Euh, Thomas Jefferson était un bon maître, donc dans le livre, il apparaît plus comme une figure un peu paternelle, on va dire. Il fait éduquer donc les enfants métis, il leur donne une instruction, ils ont un précepteur, enfin, ils ont une éducation alors que des blancs, entre parenthèses, n'avaient pas du tout, hein. Ils vivaient comme des va-nu-pieds. Je pense donc justement à ces pauvres métayers que dans un autre livre, Les raisins de la colère, là, est évoqué également sur l'époque là où euh, sur les malheurs de ces fermiers endettés. Alors, Thomas Jefferson sera ambassadeur des USA à l'époque de la Révolution française. Il est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des USA en 1776. Il sera donc, je vous l'ai dit, le troisième président des USA. Alors, si ce livre m'a attiré, c'est parce qu'il montre les paradoxes d'une société, les paradoxes aussi des relations humaines, l'hypocrisie également, et des sentiments contraires comme l'esclavage et en même temps le mestissage. Et si j'ai fait ce travail, c'est tout de même pour le mettre en relation également avec notre époque et montrer donc toutes les contradictions qui existent aussi dans nos sociétés. Et les questions qu'on peut se poser, c'est vers quel avenir allons-nous, quel avenir possible. euh, Est-ce que nous évoluons vers des sociétés meilleures, ou est-ce que nous sommes en train de faire de grands bonds en arrière vers des périodes troubles, d'affrontements sociaux et également de grandes tensions et de guerres sur le plan international? Donc est-ce que la guerre d'Ukraine, par exemple, est une aparté, que tout va rentrer dans l'ordre, ou est-ce que c'est le début de la fin? Donc, où j'en suis? Donc, je recommence avec mon histoire. Donc, cette fameuse Sally, là, que l'on voit, enfin, c'est peut-être pas, je sais pas si la représentation est fidèle, hein, était un carteron. C'est-à-dire que sa mère était une métisse qui, et son père un blanc, et les parents de sa mère, donc ses grands-parents, eh bien, c'était également une métisse qui avait épousé un blanc. Donc, vis-à-vis des grands-parents, elle avait en somme 3 parents blancs pour seulement un Africain. Malgré ça, elle était encore esclave. Et théoriquement, donc après, il y a eu des lois, je crois, qui devaient, enfin souvent ils étaient émancipés, ensuite les enfants des carterons. Mais peut-être que d'ailleurs leurs enfants devaient l'être d'emblée, hein. Donc là, l'esclavage, avec ce métissage apparaît comme un moyen de grimper l'échelle sociale. C'est dans l'esclavage, c'est la seule échelle qui existe. En effet, sa mère a tout, donc qui était elle-même métisse, régnait sur la domesticité. Donc elle était la plus haute évidemment parmi les esclaves, mais ce statut-là
lui donnait un certain respect également, puisqu'elle s'occupait des enfants de ses maîtres, etc. Il y avait des liens affectifs qui se créaient. Et puisqu'en fait les enfants de cette femme étaient les demi-frères et demi-sœurs des enfants du maître blanc avec la maîtresse blanche, hein. Donc malgré tout, malgré les supériorités, malgré les frustrations que cela pouvait engendrer, eh bien, il y avait des réactions diverses. Pour certains, eh bien, c'est l'affectivité qui l'emportait. Pour d'autres, donc, c'était la rivalité, la frustration de ne pas être vu comme un égal avec son demi-frère de la part du père. Donc Sally, elle va marcher en somme sur les traces de sa mère. Elle aussi, elle va être un peu maîtresse du domaine. Mais elle va connaître ce qui était donc la hantise de sa mère et qui fait la précarité de l'esclavage. C'est que bien qu'elle soit tout de même une dame, qu'elle avait des robes, que ses enfants étaient éduqués, recevaient une très bonne éducation, qu'elle a eu son frère donc qui était émancipé, qui avait appris la cuisine française, etc. Et bien, son frère d'ailleurs va se suicider parce qu'en fait, il était très difficile, sans doute, je suppose, de trouver sa place entre un monde des Noirs organisés, hiérarchisés, et un monde blanc également très hiérarchisé, et où lui, eh bien, était entre les deux et sans arriver à intégrer une échelle sociale avec un sentiment donc de révolte en lui-même. Donc ce James, eh bien, ça fait penser un peu à la figure de nos woke actuels, hein. Sauf que le James, il vit au présent, ça se termine par un suicide, et les woke, eh bien, ils le visent par, comment dire, par personne interposée, hein. C'est pas ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils imaginent connaître comment dire, en vivant la vie de leurs ancêtres. Mais c'est aussi un suicide et pour eux et pour la communauté américaine. Alors pourquoi évoquer cette histoire? Si l'esclavage aujourd'hui a fortement diminué, il n'en a pas pour moins disparu, et avec la progression de certains pays très comment dire, dictatoriaux, au contraire, hein, ils semblent retrouver d'élan, même parfois ils ne portent pas le nom d'esclavage, mais si vous êtes enfermé et contraint, même pas libre de, de mettre au monde des enfants, comme ça se passe pour les Ouïghours, comment peut-on appeler ça autrement que de l'esclavage? Avec la différence, c'est que dans cet esclavage moderne, eh bien, on n'a même plus cette figure paternelle qu'on retrouvait donc dans l'Amérique, qu'on a pu retrouver aussi même en Afrique du Nord, hein, avec les esclavagistes arabes, mais qui émancipaient donc leurs enfants, hein. Les enfants, eux, retrouvaient donc une place dans la société. C'était un mode d'insertion qui était un peu plus long par contre en Amérique qu'en Afrique du Nord. Et pour ce qui est de cet amour, ben on peut s'interroger tout de même, parce qu'il semblait, bien qu'ayant la peau plus foncée, qu'elle ressemblait énormément à sa demi-sœur, qui était donc l'épouse de Jefferson. Et à la mort de son épouse, Jefferson était inconsolable, et tout naturellement, si je puis dire, eh bien, il était attiré par cette Sally qui lui ressemblait beaucoup. Et comme elle était esclave, eh bien, elle n'allait pas, comment dire, manifester d'une façon trop forte sa propre personnalité et permettre, je pense, à Jefferson de retrouver sa femme en elle-même. Alors vous allez me dire, mais aussi, comment se fait-il? Tout de même, c'était une société chrétienne, comment pouvait-il euh,
s'accommoder de cela avec leurs principes religieux qui justement étaient bien ancrés et qui ont peut-être évité que malgré tout ce qu'il y a pu y avoir, que Luxembourg, tout ce que vous voulez, que la société américaine survive. Ça a été peut-être la croyance en un Dieu qui rapproche les hommes, en un Dieu qui a précisément cette figure paternelle qui remplaçait donc certains maîtres comme Jefferson. Mais le fait que, par exemple, comme les anglo-saxons qui se sont métissés plus avec leurs esclaves, alors que dans les colonies françaises c'était interdit et que à ce moment-là les enfants étaient reconnus comme devaient être affranchis, et je crois l'épouse aussi, hein. Bon, mais tout en plus donc c'était théoriquement interdit et sinon ils devaient affranchir tout le monde. Eh bien c'est parce que le modèle protestant s'inspire beaucoup plus de l'Ancien Testament. Et cette société qu'ils ont créée, eh bien c'est tout simplement la société d'Abraham. Rappelez-vous, Abraham, il a pour épouse sa demi-sœur Sarai, et il a des servantes, mais ces servantes sont aussi issues de l'union de son propre père avec des concubines. Et donc, les enfants des concubines deviennent les servantes de la femme légitime. Donc, c'est un mélange inceste, hiérarchie sociale au sein d'une même famille. Donc, c'est un peu ce modèle qu'on retrouve dans la virginienne. Donc, c'est un exemple qui vous montre que des modèles de société qu'on peut croire appartenir à des temps révolus, eh bien, ressortent. Et on avait les mêmes conditions sociales qui ont favorisé cette forme de société. Abraham avait besoin de bras, ils avaient besoin d'être nombreux parce qu'il y avait des tensions, c'était une période de guerre. Il a fui donc sa patrie, hein, qui était Ur, une cité sumérienne, et plus des nomades étaient nombreux pour garder leurs troupeaux, pour s'imposer, pour lutter avec d'autres tribus, eh bien plus ils étaient forts. Donc ce système-là, eh bien, c'était inévitable. Il fallait des bras pour les troupeaux et tout. Et c'est pour ça que le patriarche, avec plusieurs femmes qui engendrent donc des enfants dont certains sont esclaves, si on peut dire en somme, ou serviteurs, eh bien, c'est les conditions de cette société qui le procurent. Et on voit par la suite l'histoire de Jacob. Jacob veut se sédentariser, donc ses fils vont refuser, c'est ce qui va provoquer le drame, mais il va essayer donc d'accepter le mariage avec un prince d'une région pour pouvoir se sédentariser. Ensuite, vous avez Moïse, qui va s'apercevoir de la dilution du sang par le métissage et qui va interdire le métissage et qui va tuer toutes les femmes, tous les enfants de sexe masculin et ne garder que les jeunes filles, croyant que le père donc transmettait son sang à la femme pour peu qu'elle soit vierge. Et là, dans la virginienne, on retrouve un peu une histoire un peu parallèle, c'est-à-dire c'est la mère. Le père est blanc, mais la mère est noire ou métisse. Donc l'enfant est esclave, l'enfant est noir. Avec la découverte de l'ADN, eh bien, toutes ces superstitions devaient être balayées d'emblée. Donc on voit que des retours en arrière ne devraient pas être possibles si on favorise l'instruction en biologie et aussi en astronomie, pour d'autres domaines, pour d'autres croyances ridicules. Donc on voit également dans ce livre, c'est ce paradoxe de Jefferson qui s'enflamme pour la Révolution française, donc du coup les Carterons qui se disent nous aussi nous serons libres, et qui nourrit un peu en somme cette révolte des métis les plus instruits et non pas de ceux qui sont à la base complètement écrasés et qui essayent de survivre. Alors, après le nazisme, on a cru
qu'on allait vers un monde du respect des autres, de la disparition de la plus horrible des formes d'esclavage et qui débouchait là même, c'était même un retour en arrière encore pire, puisque justement l'esclavage est ce qui avait remplacé le génocide quand une cité l'emportait sur une autre. Et avec le nazisme, on est revenu encore avant l'esclavage. Mais par contre, eh bien, on s'aperçoit que ce monde de liberté, eh bien, il disparaît. Aujourd'hui, il est terriblement menacé. Bon, évidemment, on peut prendre le cas de l'Afghanistan. Après les Russes qui, malgré tout, avaient permis aux femmes, donc, dans les régions urbaines, de s'instruire, de participer donc à la vie sociale. Il y a eu ensuite les Américains qui ont fait de même. Donc des femmes qui ont connu cette émancipation et malheureusement pour elles, de nouveau qui se retrouvent au stade animal, qui n'ont pas la chance de la virginienne, c'est-à-dire de pouvoir connaître et de rêver une émancipation pour leurs enfants, leurs filles en l'occurrence, puisque là, dans l'esclavage sexiste, eh ben, la femme reste esclave de génération en génération. Elle appartient au père, elle appartient à son mari, elle est vendue par son père, vendue encore enfant, abusée, bien souvent trop jeune, avec des séquelles physiques qui sont dramatiques. Et c'est ces sociétés complètement archaïques qui vont donc proliférer. Alors, cela peut être aussi comprendre l'attitude des Chinois quand ils ont enfermé les Ouïghours et qu'ils ont vu un certain développement de l'islam radical chez eux. Même si la plupart des Ouïghours n'étaient pas du tout attirés par ce modèle de société. Et donc, eux, ils ont été radicaux. Vous lisez le Coran, vous vous retrouvez internés. Mais entre deux extrêmes, c'est un équilibre. Et bien sûr, on voudrait retrouver un équilibre du milieu et que ces deux extrêmes disparaissent, qu'on n'enferme pas les gens, qu'on ne viole pas ou avorte des femmes de force, et de l'autre côté, qu'on ne les traite pas comme du bétail. Alors, la génétique aussi vient à notre secours, parce qu'on pourrait faire remarquer à ces Afghans que la rémanence génétique, c'est-à-dire vos transmissions de vos gènes, elle ne préjuge pas du sexe futur. C'est-à-dire qu'un homme transmet ses gènes à sa fille et que peut-être sa personnalité, elle va se retrouver, mais au féminin. Et donc, en faisant cette société, c'est son futur de génération ultérieure, eh bien, qui noircit. Si la rémanence se fait sous une forme féminine, eh bien, il se trouvera dans la peau d'une femme malheureuse. De même, il y a également des hommes qui ont un karyotype masculin, mais qui n'ont pas les récepteurs aux androgènes, ce qui fait qu'ils ont des apparences d'une femme, ils sont même féconds, ce sont des vraies femmes. Pourtant, ils ont un karyotype masculin. Donc, c'est des choses qu'il faudrait apporter comme réflexion pour que les femmes puissent à nouveau participer à la vie sociale dans des pays comme l'Afghanistan. Parce que le problème, c'est qu'évidemment, ce sont tout de même les populations les plus éduquées qui ont la démographie la plus basse et les femmes esclaves qui sont les plus prolifères. Et donc, le monde, eh bien, il sera à l'image de sa population. Si les archaïques sont les plus nombreux, nous aurons un monde archaïque et esclavagiste. Il faut également ne pas nier l'influence ethnique. Parce qu'on voit les Russes qui ont mélangé toutes les populations, tout ça, mais Staline, qui était soi-disant communiste,
tout ce qu'il a servi et ce que sert Poutine, hein, c'est l'impérialisme russe. Et je regrette quand il dit nos frères ukrainiens. Moi, j'ai été frappée, c'est bien qu'il y ait plusieurs ethnies, on retrouve une morphologie osseuse du village des Ukrainiens qui est très différent des Russes, qui ont cette morphologie slave. Le village à Poutine, on le retrouve dans des ambassadeurs, on le retrouve chez différentes personnes, cet ovale. On le retrouve même sur des présentateurs là, dans l'émission de Zemmour. Là, il y en a un qui est d'origine russe. Il a cette espèce d'ovale du visage, alors que le visage ukrainien a une forme beaucoup plus carrée, rectangulaire. Ils sont assez différenciables, bien qu'évidemment il y a eu des métissages entre les deux. Donc c'est encore une domination ethnique, hein, sous des beaux prétextes. Et donc en fait le racisme nazi, tout ça, eh bien c'est eux-mêmes qui l'appliquent, hein. Et on retrouve pareil en Chine, bon, ben, les différences de religion recouvrent souvent des réalités ethniques différentes et sont finalement un moyen d'expression de tensions ethniques. Donc c'est pour ça qu'il est important de créer un monde où on ait des structures internationales qui soient importantes pour que chacun puisse avoir l'eau et l'énergie à sa disposition, pour qu'il y ait des coopérations internationales, mais dans le respect des particularismes culturels qui bien souvent sont liés à des particularismes ethniques. Parce que c'est dans notre instinct de protéger, de finalement, c'est une rivalité chez les mammifères, au sein d'une même espèce, il y a une rivalité pour la transmission génétique. Et malgré tout, nous sommes toujours des animaux et nous avons cet instinct en nous qui explique, eh bien, cette tendance à vouloir s'étendre aux dépens des autres. Donc ça, si on veut aller vers un monde de paix, eh bien il faut un accord pour que chacun puisse transmettre ses gènes, c'est-à-dire pour que chacun puisse avoir des enfants, mais il faut que la démographie soit contrôlée, la natalité réglementée, et ce, dans tous les pays. Voilà, ce sera ma conclusion. La paix, l'avenir du monde, je pense, passe par le contrôle démographique et par la connaissance, l'apparition d'une spiritualité qui s'inspire des connaissances à la fois biologiques, réelles donc, et astronomiques de notre époque. Bonne journée!